Vénus et Priape, anthologie de poésie érotique néo-latine du Quattrocento, poème choisi, introduit et traduit par Charles Sénard. Draw, 2017. Lu et enregistré par Charlotte Simonin. Introduction. La poésie latine humaniste du Quattrocento italien, province prestigieuse de ce continent perdu de la littérature occidentale qu'est le néo-latin, recèle des textes d'une sensualité ou d'une crudité étonnante pour le lecteur contemporain. Ces représentations de la sexualité ont en outre ceci de singulier qu'elles relèvent d'une culture érudite. On est loin de la diffusion de masse de la pornographie contemporaine. Leur langue, le latin est alors compris, selon certaines estimations, par moins de 3% de la population italienne du temps, tout comme leurs riches intertextes antiques en restreignent la jouissance à un lectorat élitiste. Composer et lire des poèmes latins était en effet une pratique prestigieuse de la culture humaniste, dont on a pu dire qu'elle assurait, dans l'Italie de la Renaissance, la distinction de la classe dominante. Les principales valeurs qui la caractérisaient étaient l'étude des textes classiques latins et grecs, la rénovation de la rhétorique et une certaine confiance dans les destinées de l'homme. Les poètes humanistes qui en étaient les auteurs fréquentaient les cours des divers royaumes et principautés qui se partageaient alors la péninsule, celle des Médicis à Florence, des Aragonais à Naples, des Este à Ferrare, des Papes à Rome, etc. Ils s'y retrouvaient dans des cénacles érudits où pouvait régner une grande liberté de mœurs et d'expression, telle l'Académie romaine de Pomponio Leto, 1428-1497, l'Académie napolitaine, dirigée par Antonio Beccadelli, 1394-1471, puis Giovanni Pontano, 1429-1503, le Studio florentin, ou encore le Bugiale, des secrétaires pontificaux, évoqués par Poggio Bracciolini dans ses facéties. Leur production poétique latine servait la politique de prestige des puissants, auxquels ils dédiaient leurs œuvres, tout comme leur propre ascension sociale. Nombre des poètes cités dans cette anthologie eurent ainsi une carrière remarquable. Enea Silvio Piccolomini, 1405-1464, issu d'une famille noble mais ruinée, connut la gloire grâce à ses écrits érotiques latins, tout en menant une carrière diplomatique brillante, avant d'entrer dans les ordres et de devenir pape sous le nom de Pie II. Giovanni Pontano, d'une origine ombrienne modeste, connut une ascension sociale remarquable dans le royaume napolitain et y fut longtemps l'un des principaux personnages de l'État. Avant lui, le Sicilien Antonio Beccadelli, 1394-1471, couronné poète lauréat par l'empereur Sigismond en 1432, termina sa carrière comme panégyriste à la cour du roi de Naples. D'autres poètes humanistes, tels Cristoforo Landino, 1424-1498, ou Angelo Poliziano, 1454-1494, détenaient, sous l'égide des Médicis, des chaires prestigieuses au studio de Florence. Tous n'eurent pas cependant une existence aussi confortable. La longue vie de Pacifico Massimi, 1406-1506, fut remplie de vicissitudes, et faite de pérégrinations au gré des exils et des guerres, et de pauvreté entrecoupée de périodes fastes, quand un protecteur, parmi lesquels Sixte IV, qui l'accueillit au palais Farnèse, le recevait pour quelque temps parmi ses familiers. Il vécut difficilement de ses talents variés de poète, précepteur, étudiant, professeur, soldat et médecin. Les poèmes qu'on va lire évoquent, généralement, les amours charnels d'un locuteur masculin qui parle à la première personne et d'une jeune femme, ou bien, plus rarement, d'un garçon, dans la tradition pédérastique antique, celle d'un Martial notamment, chez Beccadelli ou Massini. Le poète y décrit des scènes qu'il dit avoir vécues, ou, plus souvent, qu'il aimerait vivre. Conformément à la tradition littéraire antique et médiévale,
Ces amours sont le plus souvent hors mariage. Un Giovanni Pontano se distinguant toutefois par son lyrisme conjugal, innovation remarquable qui fera Florès au siècle suivant. Esquissons tout d'abord le contexte de ces poèmes et de la représentation de la sexualité qu'il propose. La sexualité et sa représentation dans l'Italie du Quattrocento. Comme le remarque l'anthropologue Jack Goody. La nudité et le sexe occupent une place centrale dans notre existence, et pourtant, fréquentes ont été les objections à la représentation en mots ou en images. S'intéressant, dans un ouvrage publié il y a une quinzaine d'années, à la résistance, ou à l'absence de résistance, à diverses sortes de représentations, aux images, au théâtre, aux reliques, aux mythes, aux romans et aux représentations du sexe, Jack Goody souligne leur distribution inégale dans les sociétés humaines et à des époques différentes dans la même société. Au cours des 3 derniers millénaires, les représentations sexuelles sont restées rares dans les cultures traditionnelles africaines, tandis que l'Inde s'est distinguée par sa représentation prolifique de la sexualité dans de grands contextes religieux. En Chine, la représentation du sexe a connu de brusques changements au cours du temps, que l'on peut interpréter comme l'expression d'un conflit entre le puritanisme confucéen et la liberté bouddhiste et taoïste. Il en est de même en Europe. Dans la culture occidentale contemporaine, en effet, depuis près d'un demi-siècle, la représentation de l'amour physique s'est banalisée. L'érotisme, aujourd'hui, n'est plus confiné comme autrefois dans le cabinet secret des musées, à l'instar de celui qui recèle, depuis le XVIIIe siècle, les fresques pompéiennes les plus osées du musée archéologique de Naples. De même, en littérature, les ouvrages érotiques ont quitté l'enfer des bibliothèques, et rares sont les romans contemporains ne comportant pas de scènes sexuelles. Or, il est, dans l'histoire de l'Occident, des précédents à une telle généralisation des représentations sexuelles. La Renaissance italienne en constitue un exemple frappant. Tout visiteur aux offices de Florence, où les œuvres sont présentées dans un ordre chronologique, s'en rend compte en entrant dans la grande salle des Botticelli, tandis que les tableaux qu'il a pu voir jusqu'alors avaient pour la plupart des sujets chrétiens et austères, Madone, crucifixion, épisodes sanglants de vie de saint, voici que s'offre à son regard, au centre de la célèbre Naissance de Vénus, 1485, du peintre florentin, le corps nu de la déesse. Une vague d'érotisme païen submerge alors la peinture italienne, qui a son équivalent en littérature. Tout un corpus littéraire comportant des représentations sexuelles se constitue alors en Italie, qui présente la double spécificité d'être, pour une bonne part, en langue latine et en vers. Au Quattrocento, l'amour profane est cependant loin de faire, comme aujourd'hui, l'unanimité. Comme le remarque Jean-Louis Flandrin, historien de la sexualité en Occident, le statut de l'amour était en somme plus complexe que de nos jours. Il y avait des chantres de l'amour platonique et des chantres de l'amour le plus charnel. D'autre part, les moralistes ecclésiastiques ou laïcs avaient tendance à condamner la passion amoureuse sous toutes ses formes. Les discours religieux en particulier, mais aussi les discours philosophiques et médicaux s'avèrent, dans l'ensemble, sinon hostiles, tout au moins ambivalents à l'égard du plaisir sexuel, lequel est au contraire célébré par la littérature profane, et notamment la poésie lyrique, vernaculaire ou latine, dans le contexte d'une certaine libéralisation des mœurs. Sylvie Legnaud souligne que la morale de Catulle et des élégiaques est radicalement différente de celle des médecins et philosophes contemporains de la Rome antique. Il n'y a, chez eux, nulle tendance à l'austérité des sens. Ils cèdent avec bonheur au désir que leur inspire la femme qu'ils adorent, et en tirent une volupté que rien ne semble égaler. Certains poèmes catulliens sont emplis d'une intense sensualité, comme les célèbres poèmes au baiser, Catulle 5 et 7, ou bien les fameux poèmes sur le moineau,
Catulle 2 et 3, où les jeux du volatile et de lesbie doivent sans doute recevoir une interprétation érotique, admise déjà par un Pontano notamment. Ovide célèbre dans un poème des amours, 1-5, et dans d'autres élégies, les bonheurs de l'amour physique et les plaisirs procurés par le corps parfait de la femme. Dans l'incipit de l'élégie 2-15 de Properce, qui connut d'ailleurs une postérité remarquable dans la poésie néo-latine du Quattrocento italien, l'ego propercien associe bonheur et plaisir charnel. Ô mon bonheur, aux nuits pour moi brillantes, et toi, ô petit lit heureux de mes plaisirs. Chacune des femmes que célèbrent ces poètes est pour eux l'être seul capable de dispenser le bonheur. Sylvie Legnaud soutient que, pour Catulle et les élégiaques, la description de la beauté sensuelle de leur amie et des plaisirs que son corps leur procure est l'occasion de donner libre cours à une émotion qui, née du plaisir physique, trouve un écho et un prolongement bien au-delà de lui. Chez Properce notamment, qui, après avoir décrit une scène d'amour avec Cynthie, 2-15, rêve d'une chaîne qu'aucun jour ne romprait, l'acte charnel n'est autre que le point de départ d'un rêve d'amour éternel. Aussi Catulle et les élégiaques insistent-ils à plusieurs reprises sur les joies, gaudia, les délices, les lyciae, le plaisir, voluptas, venus, le bonheur, félix, beatus, des amants. Les imitateurs antiques de Catulle et des élégiaques, jusqu'à Claudien notamment, soutiennent des conceptions voisines. Un Pontano, au Quattrocento, multipliera les occurrences des mêmes termes. Dans les siècles qui précèdent l'épanouissement de la poésie néo-latine, deux traditions poétiques lyriques occidentales, en particulier, sont favorables au plaisir charnel. Dans la poésie rythmique latine des clercs du XIIe siècle, les Goliards, les thèmes amoureux s'imposent avec des caractères nouveaux et une allégresse estudiantine. L'appel du plaisir peut être chanté pour lui-même, avec jubilation. D'autres poèmes évoquent, par exemple, les caresses que le poète prodigue ou aimerait prodiguer au sein de sa belle. Pascal Bourgain souligne d'ailleurs ici l'importance de la tradition antique. Les audaces de ces auteurs leur viennent avant tout des poètes classiques, en particulier d'Ovide, dont ils reprennent le vocabulaire. Ils se sont replacés sous la domination mythique de Vénus et Cupidon, dans une sphère d'exemption où la morale quotidienne n'a pas de prise. Au même moment, dans un autre groupe culturel, celui des chevaliers et dans la partie méridionale du royaume de France, s'épanouissait la poésie des troubadours, composée en langue d'oc, qui chante la fine amore, un idéal amoureux profane, centré sur une femme mariée, libre de toute culpabilité chrétienne. Il s'agit généralement d'un amour physique. Les troubadours aspirent à connaître la joie, qui désigne en particulier l'union physique avec la femme. Dans le De Amore d'Audrey Chaplin, traité codifiant de manière méthodique l'art d'aimer courtois et qui connut une immense diffusion au Moyen-Âge, l'amour n'a rien de platonique. L'amour est une passion naturelle qui naît de la vue de la beauté de l'autre sexe et de la pensée obsédante de cette beauté. On en vient à souhaiter, par-dessus tout, de posséder les étreintes de l'autre et à désirer que, dans ces étreintes, soient respectés par une commune volonté tous les commandements de l'amour. Les degrés en sont précisément codifiés. Le premier degré consiste à donner des espérances, le second dans l'offre du baiser, le troisième dans la réjouissance des embrassements les plus intimes, le quatrième dans l'octroi de toute la personne. On a pu décrire l'idéologie courtoise comme une mise à distance des impératifs de l'acte de procréation qui recèlerait un art érotique à part entière. Dans un des plus anciens poèmes connus, Farai Chansonetta Nueva, Guillaume IX d'Aquitaine réclame à sa dame un baiser en chambre. Ailleurs, dans Habla del cor del ton novel, il veut mettre ses mains sous son manteau. Plus tard, la production de certains poètes comme Arnaud Daniel et Arnaud de Mareuil
se distingue par sa sensualité. Là encore, Ovide est sans doute une des sources majeures de la poésie occitane et de sa conception positive de la sexualité, notamment par l'intermédiaire des poètes de l'école de la Loire comme Marbode de Rennes ou Hildebert de Lavardin. La poésie des troubadours, qui déclina après 1200, exerça dans les siècles suivants une influence considérable sur la poésie italienne, y compris dans les milieux humanistes. Benedetto Garré, dit Il Cariteo, membre de l'Académie pontanienne, s'inspire de certains troubadours pour la composition de son canzoniere Endymione. Un discours littéraire sur la sexualité confronté à des discours théologiques, philosophiques et médicaux antagonistes. Un discours littéraire profane favorable à la sexualité. Au Quattrocento, le discours littéraire profane, quel que soit le genre dont il relève, prend souvent la défense des plaisirs charnels. C'est le cas par exemple dans la prose vernaculaire des nouvelles, dont le prestigieux modèle était le Décaméron de Boccace, où la jouissance amoureuse primait sur toute autre loi. Ainsi, dans son Novellino, recueil de 50 nouvelles, publié en 1476 et composé en langue napolitaine, Masuccio Salernitano, ami du poète néo-latin Pontano, célèbre les plaisirs de l'amour. Les humanistes, dans leurs œuvres latines, font de même. La sexualité est ainsi au cœur de l'intrigue de nombre de facéties de l'humaniste florentin Poggio Bracciolini, le Poge. L'histoire de deux amants, nouvelle en langue latine de Piccolomini, célèbre les nuits d'amour de Rial et Lucrèce. L'étude des épithalames latins en prose que composent les humanistes à l'occasion de mariages dans la haute société montre que nombre d'eux se détournent de l'idéal du célibat à partir de la fin du XIVe et font l'éloge, dans leurs discours, des joies d'une sensualité licite dans le mariage. L'humaniste Ludovico Carbone, dans l'un de ses épithalames, va ainsi jusqu'à affirmer que la vie de l'homme n'est rien sans la sexualité qui est le plaisir pour lequel nous sommes nés. Dans une réplique de la comédie latine de Piccolomini, la Crisis, 1444, œuvre charnière qui annonce les comédies humanistes de la fin du siècle, un personnage revendique son goût pour le sexe dont il ne saurait se passer. Boire aussi bien que baiser me plaît. Si ça manquait, je ne voudrais pas vivre. Il en est de même dans le genre épistolaire. Dans une lettre fameuse, le Poge célèbre en 1416 les bains de Baden, où se mêlent en tenue légère hommes et femmes de tous âges, dans un temps de suspension de la morale traditionnelle, un temps de licence. Ceux mêmes qui devraient être les gardiens de la morale sexuelle, les religieux, succombent aussi, voire sont les pires. La poésie lyrique du Quattrocento n'est pas en reste. Si les poèmes amoureux en langue vernaculaire d'un Pétrarque ou de ses imitateurs du Quattrocento, sans toutefois condamner la sexualité, restaient peu explicites, Pétrarque se contentait ainsi d'évoquer dans les premiers poèmes du canzoniere le sauvage désir, fero desio, qu'allumait l'or en son cœur. La poésie latine du Quattrocento célèbre souvent les plaisirs sensuels, comme en témoignent les poèmes recueillis dans cette anthologie. Leggo, amant, chez Strozzi, Brachesi ou Policien, célèbre le bonheur d'une nuit avec sa maîtresse. Chez Pontano, le corps féminin, beau et parfait, suscite admiration et amour. Il donne du plaisir, mais doit aussi en recevoir. Dans un ample poème des endécasyllabes, il exalte ainsi le bonheur divin que procure la scène érotique, dont les étapes sont détaillées avec une précision voluptueuse. Quand il embrasse sa maîtresse, Drusilla, qu'il repose sur son sein après l'amour, quand il rêve alors du corps nu de Vénus et se réveille pour trouver une Drusilla, dont la beauté vaut bien celle de la déesse, le duc de Calabre, à qui le poème est adressé, n'est-il pas heureux? Ne lui semble-t-il pas jouir du sort des dieux, d'un bonheur qu'eux-mêmes pourraient lui envier?
Ce motif du bonheur divin que procure le sexe à l'amant, aux origines notamment catuliennes et properciennes, est récurrent dans l'œuvre poétique montagnienne, depuis son premier recueil conservé, le Napolitain, jusqu'aux endécasyllabes. D'autres poètes font entendre, il est vrai, une voix discordante. La sexualité pouvait aussi effrayer l'homme médiéval. Beccadelli évoque ainsi des femmes inquiétantes, dans le sexe duquel l'amant craint de faire naufrage. Piccolomini ne rapporte aucun moment d'amour comblé et partagé entre amants, comme le note Jean-Louis Charlet, qui va jusqu'à parler chez ce poète d'un érotisme passif aux tendances masochistes, voire suicidaires. Strozzi décrit les souffrances de Lucilla, victime d'une tentative de viol du dieu Apollon. Si l'ego de Pontano ou Massimi vante sa vigueur sexuelle peu commune et la taille de son membre, l'amant court le risque du fiasco chez un Piccolomini ou chez le même Massimi. Il s'agit là, il est vrai, d'un topos élégiaque, traité par Tibulle, Ovide ou Maximianus, mais on a montré l'importance que la médecine du temps accordait au traitement de l'impuissance. Toutefois, si l'on considère l'ensemble de leur production poétique, les poètes latins humanistes se livrent, de façon générale, à une célébration des plaisirs de la chair. Au Quattrocento se manifeste en effet un intérêt renouvelé pour l'expression physique insouciante et naturaliste de l'amour, qui sous l'influence du mouvement humaniste s'inspire de l'exemple antique. Ce furent les humanistes et les poètes de la Renaissance qui s'approprièrent les images et le discours érotique de l'Antiquité pour les transformer en une érotologie littéraire et artistique dont l'empreinte sur la civilisation européenne laisse encore des traces. Or, dans la poésie lyrique latine antique, Catulle et les élégiaques romains, chez qui pourtant la relation amoureuse était vue négativement, ou du moins comme une déception constante qui relance le désir et l'écriture, décrivaient les moments où la puella leur accorde ses faveurs, avec une précision qui semblerait impudique, si elle n'était l'expression parfaite d'une félicité suprême. Un Lucrèce était bien moins positif sur l'acte sexuel. L'élégie érotique romaine célébrait l'amour physique. Elle peut être lue comme la célébration du désir et des plaisirs en relation étroite avec l'idéal hédoniste de la liberté amoureuse.